Un homme a littéralement brisé les caméras d'Hollywood parce qu'il bougeait trop vite. Un autre a été envoyé à l'hôpital avec une fracture du crâne en seulement 11 secondes. Et tout ça, ce n'était pas des effets spéciaux. C'était Bruce Lee. Chaque histoire sur cet homme ressemble à une légende urbaine trop folle pour être vraie. Pourtant, quand vous creusez dans les archives, quand vous parlez aux témoins, quand vous analysez les images, vous réalisez que tout s'est réellement passé. Avant de plonger dans l'incroyable, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche, parce que ce que vous allez découvrir va redéfinir votre compréhension des limites humaines. Avant Bruce Lee, les arts martiaux étaient entourés de mystères, pratiqués dans l'ombre, transmis dans le secret des dojos fermés au monde occidental. C'était un univers de rituels anciens, de traditions impénétrables, réservés à une élite initiée. Puis est arrivé un éclair humain qui n'a pas simplement changé les règles du jeu, il les a pulvérisées. Bruce Lee n'était pas juste un acteur, ce n'était pas juste un combattant, c'était un phénomène qui a forcé le monde à reconsidérer ce que le corps humain pouvait accomplir. Sa simple existence remettait en question tout ce que la science pensait savoir sur la vitesse, la puissance et le contrôle. Pendant des décennies, les gens ont entendu des histoires sur lui, des récits si extraordinaires qu'ils sonnaient comme des contes fantastiques. Un coup de poing depuis 2 centimètres qui envoie un homme voler à 3 mètres, des pompes sur 2 doigts pendant des heures, des mouvements si rapides que les caméras de cinéma ne pouvaient pas les capturer. La plupart ont cru que c'était de l'exagération, du folklore martial, des légendes amplifiées par le temps et l'admiration. Mais voilà le problème, presque tout était vrai, et nous avons les preuves, les témoins, les images, les victimes. Aujourd'hui, nous allons séparer le mythe de la réalité et découvrir les histoires les plus folles sur Bruce Lee que le monde a d'abord refusé de croire, jusqu'à ce que les caméras tournent et que les corps tombent. Long Beach, Californie, 1964. Une salle bondée de spectateurs sceptiques, de combattants endurcis et de curieux venus assister à une démonstration de kung-fu. Au centre, un homme se tient face à Bruce Lee, les bras croisés, l'air suffisant. Il ne s'attend à rien d'impressionnant, juste un autre tour de passe-passe oriental pour divertir la foule. Bruce ne lui demande pas de reculer, il ne lui dit pas de se préparer, il lève simplement sa main droite, place ses phalanges contre la poitrine de l'homme et se fige. 1 pouce, c'est tout l'espace dont il dispose, 2 petits centimètres entre son poing fermé et l'impact. Puis, il frappe. Il n'y a pas d'élan visible, pas de mouvement préparatoire que l'œil humain puisse détecter, juste un éclair de motion et l'homme décolle littéralement du sol, projeté en arrière, s'écrasant contre une chaise à près de 2 mètres de distance. La foule reste figée dans un silence stupéfait. Ce qu'ils viennent de voir défie toute logique. Ce n'était pas un numéro de cirque, c'était de l'énergie cinétique pure transférée avec la précision d'une balle de sniper. Des années plus tard, Joe Rogan dira dans son podcast « Ce coup de poing d'1 pouce a envoyé le gars voler comme s'il avait reçu un coup de fusil de chasse. » Et ce n'était pas une hyperbole. Quand des chercheurs de l'université de Stanford ont analysé les images au ralenti, ils ont découvert quelque chose d'encore plus stupéfiant. Bruce n'utilisait pas seulement son bras, son corps entier fonctionnait comme une machine parfaitement synchronisée. La force commençait dans ses pieds ancrés au sol, remontait par ses jambes, explosait à travers ses hanches, se transférait via son épaule et sortait par son poing. Dans ce seul pouce de mouvement, Bruce générait plus de 1500 newtons de force, suffisant pour briser des côtes. Des sceptiques du monde entier ont tenté de reproduire cette technique. Des maîtres d'arts martiaux ont passé des années à essayer d'imiter sa mécanique. Certains se sont approchés. Aucun n'a réussi. Parce que ce n'était pas seulement une question de biomécanique, c'était une question de contrôle absolu, de timing millimétré et d'années de conditionnement si intense que le corps de Bruce était devenu une arme forgée. Ce moment a transformé un mythe en homme et un homme en légende. C'était la preuve tangible que la puissance ne nécessite pas la taille, que la force ne nécessite pas la distance, et que ce qui semble impossible est parfois simplement incompris. Sans ces images filmées, beaucoup auraient continué à croire que c'était une histoire exagérée, un conte raconté entre combattants nostalgiques. Mais c'était capturé, et c'était réel. Bruce est resté calme après l'impact. Pas de célébration, pas de vantardise. Il s'est simplement incliné. Parce que pour lui, ce genre de puissance n'était pas destiné au spectacle, c'était destiné à un but plus profond.
La foule, initialement bruyante, était désormais respectueuse. Ils n'ont pas applaudi immédiatement. Ils essayaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Ça ressemblait à un tour de magie, mais la magie ne laisse pas de bleu sur les côtes. La magie n'envoie pas des combattants entraînés valdignais. Seul Bruce Lee faisait ça. Et si le coup de poing d'un pouce semblait sorti d'un film de science-fiction, attendez d'entendre comment il s'entraînait pour développer une telle puissance. Parce que si vous pensez que la force de Bruce s'arrêtait au coup de poing, vous n'avez encore rien vu. Imaginez un homme qui se laisse tomber au sol, place calmement seulement 2 doigts de chaque main sur le plancher et commence à faire des pompes. Pas une, pas 10, mais des centaines, sans trembler, sans transpirer, tout en discutant de philosophie avec vous. Cet homme, c'était Bruce Lee. Les pompes à 2 doigts n'étaient pas un simple tour pour impressionner les visiteurs, c'était une obsession méthodique. Chaque doigt supportait plus de 20 kilos de poids vivant en mouvement. Il n'y avait aucune marge d'erreur. 1 millimètre de déséquilibre et il aurait pu se fracasser les doigts contre le béton. Mais Bruce ne se contentait pas d'effectuer ses pompes. Il avait construit son corps entier autour d'elle. Ses doigts étaient devenus du fer, son contrôle musculaire frôlait le surnaturel. Et ce qui terrifiait le plus ceux qui l'ont vu faire, c'est qu'il pouvait maintenir une conversation normale pendant qu'il exécutait ses répétitions. Bob Wall, son partenaire d'entraînement, a dit un jour « Il pouvait te parler pendant qu'il les faisait, comme si c'était la chose la plus normale au monde. » Parce que pour Bruce, ce n'était pas des exercices, c'était des leçons. Chaque répétition entraînait la précision, l'endurance et le type de concentration intérieure que la plupart des gens ne touchent jamais de leur vie. Ses mains n'étaient pas simplement fortes, elles étaient des instruments chirurgicaux, capables de localiser des points de pression avec une exactitude millimétrique, ou de fracasser des planches d'un seul impact concentré. Et ce n'était même pas son entraînement principal, c'était l'échauffement, l'apéritif. Le vrai travail commençait après. Des médecins ont tenté d'expliquer comment c'était même physiquement possible. La densité osseuse de Bruce dépassait toutes les normes. Ses tendons s'étaient épaissis à force de stress répété. Sa tolérance à la douleur, affinée par des années de percussion contre des surfaces dures, était hors norme. Mais rien de tout cela n'explique l'élégance pure avec laquelle il exécutait ses mouvements. Son corps ne résistait pas simplement à la gravité, il coopérait avec elle, la redirigeait, l'utilisait comme partenaire plutôt que comme force à combattre. La plupart des gens pensent que la force se mesure par le poids qu'on peut soulever, mais Bruce Lee a prouvé qu'elle se mesure aussi par la précision avec laquelle on peut contrôler ce pouvoir. Ses doigts n'étaient pas simplement entraînés, ils étaient forgés. Des années à les enfoncer dans du sable, puis du gravier, puis des billes d'acier les avaient durcis comme de la pierre. Pourtant, il n'avait jamais perdu sa finesse. Il pouvait encore tapoter l'épaule d'un élève sans le blesser, ou, accidentellement, la luxer s'il ne faisait pas attention, ce qui s'est d'ailleurs produit. Mais nous y reviendrons. Bruce n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit, il testait les limites du potentiel humain. Et d'une manière ou d'une autre, il continuait à découvrir qu'il n'en avait pas. Les images de Bruce effectuant ses pompes existent toujours. Ce n'était pas documenté à travers des histoires floues, c'était filmé. Vérifiez. Vous pouvez encore regarder des séquences de Bruce s'abaissant sur 2 doigts comme si c'était l'activité la plus banale du monde. Et juste quand vous pensiez que les exploits physiques ne pouvaient pas devenir plus absurdes, une question se pose. Que faites-vous avec un homme qui est littéralement trop rapide pour que les caméras puissent le capturer? Que faites-vous quand un homme est si rapide que vos caméras pensent qu'il est immobile? En 1966, sur le plateau de tournage de The Green Hornet, un problème technique étrange est apparu. Le réalisateur, William Dozier, et son équipe filmaient des scènes de combat, mais quelque chose clochait systématiquement. Les rushs avant, Bruce lançait un coup, le cascadeur volait en arrière, mais quand il visionnait le film, on aurait dit que Bruce n'avait pas bougé du tout. Au début, l'équipe a cru à une fuite technique. Ils ont testé chaque pièce d'équipement. Tout fonctionnait parfaitement. Puis, la vérité s'est imposée. Les coups de poing de Bruce Lee bougeaient plus vite que les caméras ne pouvaient enregistrer. Le film tournait à 24 images par seconde, mais le poing de Bruce complétait son mouvement en moins d'une seule image. En temps réel, ses mouvements étaient invisibles à l'œil nu. Ce n'était pas un mythe, c'est arrivé devant une équipe complète d'Hollywood. Le chorégraphe de combat, Bob Wall, a mesuré un de ses coups à 5 centièmes de seconde du début à l'impact. C'est plus rapide que le temps de réaction humain moyen, ce qui signifie que la plupart des gens ne pourraient même pas tressaillir avant que le coup n'atterrisse.
Alors les producteurs ont dû faire l'impensable. Ils ont supplié Bruce de ralentir, de rendre ses coups plus visibles pour la télévision. Imaginez dire à un plus grand artiste martial vivant de bouger plus lentement parce que la technologie de l'époque ne pouvait littéralement pas la gérer. Bruce n'était pas ravi, mais il a compris. Il devait s'adapter, non pas pour le bien du combat, mais pour le bien du public. Alors quand vous regardez The Green Hornet aujourd'hui et que vous voyez Kato mouvoir comme un flou, sachez ceci, c'était Bruce qui se retenait. Et pourtant, même en se retenant, il recréait les règles de la façon dont l'action pouvait être représentée sur l'écran. Ses mouvements étaient clairs, économiques et absolument explosifs. Mais si vous regardez attentivement, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Il ne gaspillait jamais d'énergie. Pas de démonstration ostentatoire. Chaque frappe, chaque esquive, chaque angle était exécuté pour un effet maximum avec un mouvement minimum. Il n'était pas simplement rapide, il était efficace au point d'être invisible. Plus tard, les séquences d'Opération Dragon et d'autres films ont été filmées en utilisant des techniques personnalisées juste pour suivre sa vitesse. Les réalisateurs ont commencé à utiliser plusieurs caméras, des fréquences d'image plus élevées et des plans au ralenti pour s'assurer que le public puisse comprendre ce qui se passe. Non pas parce qu'ils essayaient de dramatiser l'action, mais parce qu'elle serait littéralement trop rapide pour être vue. Des combattants UFC modernes étudient encore ces enregistrements image par image. Ils analysent son jeu de pied, son économie de mouvement, son timing. Des décennies plus tard, il enseigne encore aux nouvelles générations de combattants comment bouger plus intelligemment, pas plus fort. Mais Bruce ne s'est pas arrêté à la vitesse qui brisait les caméras, parce qu'après avoir repoussé les limites de ce que le film pouvait capturer, il a décidé de repousser quelque chose d'autre, les os. Et c'est là que commence la suite ici. Si briser la vitesse du film était un niveau, ce que Bruce a fait ensuite a prouvé que son pouvoir n'était pas seulement rapide, il était létal. Et en 1960, cette vérité a frappé comme la foudre dans un cours de handball tranquille du YMCA à Seattle. Ce n'était pas filmé, il n'y avait pas de foule, juste des témoins qui ont juré le secret et un silence qui serait brisé par le craquement humide d'os sous pression. L'adversaire était Yoichi Nakashi, une ceinture noire japonaise respectée avec des années d'entraînement et des références sérieuses. Il avait entendu des rumeurs sur un jeune instructeur de kung-fu chinois, à peine un adolescent, qui enseignait aux Américains. À cette époque, les arts martiaux étaient tribaux, et Nakashi n'appréciait pas ce qu'il considérait comme un arriviste brisant la tradition. Il voulait humilier Bruce, faire un exemple. Ce qu'il a obtenu à la place, c'est un cours magistral de 11 secondes en destruction contrôlée. Au moment où le match a commencé, Nakashi a chargé. Bruce a esquivé le premier coup de poing, évité le second et riposté avec un coup de pied qui a fracassé le nez de Nakashi. Les témoins ont dit plus tard que le sang a jailli à travers le terrain. Puis Bruce a avancé, son jeu de pied parfait, et a délivré un point directement dans le crâne de Nakashi. Le son était écœurant. Un observateur l'a décrit comme une noix de coco fendue sur un rocher. Nakashi s'est effondré instantanément, inconscient. Fracture du crâne, nez brisé, commotion sévère. Le combat était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Il n'y a pas de photos, pas de film, juste une poignée de personnes qui ont vu ce qui s'est passé et une petite entrée hantante dans le journal personnel de Bruce Lee. Il a écrit sur cette nuit non pas avec fierté, mais avec douleur. Parce que Bruce n'avait pas simplement gagné un combat, il avait failli tuer un homme. Ce moment l'a hanté, il l'a changé. Linda Lee a dit plus tard, c'était le jour où Bruce a réalisé qu'il était dangereux d'une manière qu'il ne comprenait pas encore complètement. À partir de ce moment, Bruce a consacré son entraînement non seulement à la puissance, mais au contrôle. Il a commencé à se poser des questions difficiles sur les formes traditionnelles, sur pourquoi tant d'arts martiaux étaient basés sur des rituels, pas la réalité, sur pourquoi la chose la plus importante n'était pas la victoire, mais la retenue. Il ne voulait pas être une arme, il voulait être un maître d'armes. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à expérimenter, à étudier la boxe, l'escrime, la lutte, à tester chaque mouvement, chaque position, chaque tactique contre de vrais adversaires. La défaite de Nakashi n'était pas seulement une victoire, c'était l'étincelle qui a conduit Bruce à créer sa propre philosophie de combat. Pas le Wing Chun, pas le Kung Fu, pas le karaté, mais quelque chose de plus rapide, plus tranchant, plus personnel, quelque chose qui ne reposait pas sur la tradition, mais sur la vérité. Plus tard, quand Bruce a créé le Jeet Kune Do, le style qui allait redéfinir les arts martiaux pour des décennies, il n'essayait pas seulement d'être meilleur, il essayait de s'assurer que ce qui s'était passé dans ce YMCA ne se reproduisait plus jamais, sauf en cas d'absolue nécessité. Mais le pouvoir ne l'a jamais quitté.
Pendant les tournages, l'entraînement et même les interactions décontractées, le corps de Bruce se souvenait de ce qu'il pouvait faire. Comme cette fois où il a donné une tape amicale à l'épaule qui s'est terminée par un bras complètement luxé. Bob Wall a dit « Quand Bruce vous frappait, ça ne ressemblait pas à un coup de poing, c'était comme être percuté par un camion ». Au moment où Bruce Lee a atterri à Hollywood, tout le système était contre lui. Les directeurs de casting cherchaient des stéréotypes, des faire-valoir qui s'inclinaient profondément et parlaient peu. Les arts martiaux, c'était du divertissement de nouveauté au mieux. Les stars d'action étaient encore des bagarreurs de bar avec des poings serrés et des chapeaux de cow-boy, non pas des philosophes nerveux avec des réflexes fulgurants et une sagesse ancienne. Mais Bruce n'est pas venu pour s'intégrer, il est venu pour fracasser chaque moule qu'ils avaient construit. Joe Rogan a dit un jour, Bruce n'était pas simplement en avance sur son temps, il était le futur, et vous pouviez le sentir dès qu'il montait sur le plateau. Les producteurs l'ont embauché pour jouer Kato dans The Green Hornet, pensant obtenir un chauffeur excentrique qui connaissait quelques coups de pied. Ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est un homme si rapide que les caméras ne pouvaient littéralement pas le capter. En coulisses, quelque chose de plus profond se passait. Bruce ne se contentait pas de montrer du kung-fu, il transformait les arts martiaux en cinéma. Il chorégraphiait chaque mouvement avec précision chirurgicale. Les scènes de combat devenaient des histoires, avec des arcs narratifs, du rythme et des pics émotionnels. Mais Bruce ne se contentait pas de la célébrité au sens traditionnel. Ce qui l'importait, c'était le pouvoir, non pas au sens politique, mais le pouvoir de bouger, de s'exprimer, de créer quelque chose de si réel et si ru que ça vous arrêtait net. C'est pour ça que son plus grand combat n'était pas devant la caméra, c'était dans les bureaux fermés de Hollywood. Quand Bruce a proposé The Warrior, une série sur un artiste martial chinois errant dans le Far West, il croyait que cela briserait enfin le cycle des stéréotypes asiatiques. Mais le réseau l'a rejeté. Il disait que le public n'était pas prêt. Et puis, quelques années plus tard, ils ont donné cet exact concept à David Carradine, un acteur blanc jouant un moine mi-chinois dans Kung Fu. Bruce était dévasté. Il a écrit dans son journal « Ils ont volé mon idée, mais ils ne peuvent pas me voler moi ». C'était un tournant. Il a quitté Hollywood et est retourné à Hong Kong. Et ce qui s'est passé ensuite a réécrit l'histoire cinématographique. En Asie, Bruce est devenu un phénomène. Il a réalisé The Big Boss, Fist of Fury et Way of the Dragon, non pas en tant qu'interprète, mais en tant que créateur. Il dirigeait, chorégraphiait, écrivait et jouait. Ce n'était pas seulement des films d'action, c'était des déclarations politiques, des révolutions culturelles. Puis est venue Opération Dragon, une coproduction entre Hollywood et Hong Kong qui a enfin donné à Bruce un contrôle créatif total. Le film est sorti en 1973 et est devenu instantanément une sensation mondiale. Pour la première fois, un homme chinois était la star indiscutée d'un film d'action occidental. Pas de blagues sur l'accent, pas de rôle de faire-valoir comique, juste de la force, de la sagesse et du feu. Mais quelques semaines avant la première du film, Bruce est mort. Le monde a pleuré, mais la légende avait déjà pris racine. Joe Rogan a bien résumé. Le mec a forcé Hollywood à respecter les arts martiaux et a donné naissance à chaque star d'action moderne. Il n'y a pas de Jackie Chan, de Jet Li ou même de Keanu dans Matrix, sans Bruce Lee. Mais voici la chose. Même dans sa mort, l'influence de Bruce n'a pas diminué. En fait, elle n'a fait que grandir. Parce qu'une fois que vous l'avez vu bouger, une fois que vous avez ressenti cet impossible mélange de grâce et de férocité, vous commencez à vous demander jusqu'où allait réellement Bruce. Et c'est là que les choses deviennent étranges, parce que certains croient que l'entraînement de Bruce allait d'au-delà de ce que même ses élèves les plus outrés connaissaient. Après la mort de Bruce Lee, les fans se sont accrochés au peu qu'il avait laissé derrière lui. Des affiches de films, des interviews granuleuses, des notes manuscrites. Mais il y avait un espace qui est resté fermé au monde pendant des décennies. Une pièce cachée à l'intérieur de sa maison de Kowloon à Hong Kong. Personne ne savait vraiment ce qu'il y avait là-dedans, juste que Bruce avait une clé, et que même ses élèves les plus proches n'en voyaient que des aperçus. Pendant des années, Linda Lee, sa veuve, a refusé de laisser quiconque entrer. La pièce était scellée, privée, sacrée. Mais quand elle l'a finalement ouverte pour un projet d'archives dans les années 90, les chercheurs n'ont pas trouvé des souvenirs, ils ont trouvé une obsession. La pièce était une capsule temporelle du potentiel humain. Des dizaines de carnets empilés et codés, chaque page détaillant un exercice ou un mouvement spécifique. Il y avait des croquis d'activation des fibres musculaires, des diagrammes anatomiques, des cartes de points de pression en 5 langues. Une échargère contenait des équipements d'entraînement sculptés à la main que Bruce avait conçus lui-même. Certains ressemblaient à des instruments de torture médiévaux, d'autres à de la technologie alien.
Et au centre de la pièce se dressait ce qui ressemblait à un cercueil debout fait de bois poli et de métal. Ce n'était pas un cercueil, c'était une chambre de résistance corporelle complète que Bruce avait construite pour simuler le combat contre plusieurs adversaires dans toutes les directions. Il s'entraînait à l'intérieur, les yeux bandés. Jen Lebel, le champion de judo qui avait autrefois combattu avec Bruce, a vu l'appareil une fois et a murmuré « Cet homme inventait des choses que nous n'avons toujours pas rattrapées ». Mais ce qui a le plus secoué les gens, c'était l'audio. Bruce s'était enregistré pendant des sessions d'entraînement solo. Pas seulement des grognements ou des coups, mais de monologues entiers. Une cassette incluait sa voix, expliquant une technique de respiration qu'aucun art martial connu ne pouvait retracer. Sa voix, stable et claire, disait « Vous devez dissoudre la tension avant que les muscles ne bougent. La frappe est terminée avant que l'esprit ne la rattrape. » Ce n'était pas juste de la philosophie, c'était une instruction de quelqu'un qui s'était entraîné à répondre avant de penser. Cette cassette a envoyé les chercheurs dans une frénésie. Des neuroscientifiques ont analysé les mouvements connus de Bruce et ont conclu que son temps de réaction pourrait avoir approché 0,45 secondes, près de la moitié du temps d'un athlète professionnel. Ce qui soulève une question qui hante encore ceux qui l'ont connu. Pourquoi Bruce s'entraînait-il ? Ce n'était pas pour les films, il avait déjà atteint la célébrité. Ce n'était pas pour les tournois, il ne croyait pas à la compétition. Certains croient que Bruce se préparait pour quelque chose d'entièrement différent. Pas une personne, pas un combat, mais une existence physique si parfaite, si fluide, qu'il brouillait la ligne entre art et combat complètement. Il voulait devenir le mouvement lui-même, exister non pas comme un combattant, mais comme l'incarnation physique du timing, du flux, de la force. L'un de ses derniers carnets avait juste 3 mots écrits sur une page entière. Pas de forme, toute forme. Personne ne sait exactement ce qu'il voulait dire, mais ceux qui se sont entraînés avec lui disent que vers la fin, les mouvements de Bruce sont devenus quelque chose d'autre complètement. Même ses partenaires de sparring le décrivaient non pas comme un combat, mais comme être à l'intérieur d'une tornade qui décidait de ne pas vous frapper. Si Bruce construisait quelque chose de plus qu'un simple corps, s'il concevait un artiste martial qui transcendait le style et la pensée, alors cette petite pièce fermée à Hong Kong n'était pas un sanctuaire, c'était un laboratoire. Et Bruce Lee, il n'était pas simplement le plus grand artiste martial du monde, il était son premier scientifique du combat. Il y a des moments dans l'histoire des arts martiaux qui deviennent du folklore non pas parce que l'intention était là, mais par des accidents qui révèlent des vérités terrifiantes. La tape de Bruce Lee à Bob Baker en 1969 n'était jamais censée être puissante, même pas légendaire. Ça a commencé comme une tape amicale sur l'épaule pendant une démonstration, le genre de geste qui se produit innombrables fois dans n'importe quel gymnase. Mais ce seul mouvement de nature décontractée s'est terminé avec Baker se tordant au sol et son épaule complètement luxée et pendant à un angle antinaturel. La pièce s'est figée alors que le silence qui a suivi le craquement humide et sec disait à tout le monde que quelque chose avait terriblement mal tourné. Bruce, qui avait perspiré pendant des années à contrôler chaque once de son pouvoir, a regardé en bas choqué en réalisant que même ses mouvements les plus détendus avaient franchi quelque chose de dangereux. Baker n'était pas un novice, il avait absorbé des coups des combattants les plus durs de la scène. Les médecins de UCLA traitant sa blessure l'ont comparé à un traumatisme subi dans des accidents de voiture. Les radiographies montraient l'humérus déplacé de 5 cm hors de son articulation. Bruce est resté aux côtés de Baker tout le temps, tenant sa main dans l'ambulance, couvrant les factures médicales, assistant personnellement à ses séances de physiothérapie pendant des mois. Mais sous cette loyauté se cachait une fer plus dure, que son pouvoir évoluait au-delà de sa capacité à le contenir. L'histoire s'est répandue rapidement dans les cercles d'arts martiaux, non pas comme un ragot, mais comme une légende. Même le toucher le plus léger de Bruce Lee, si sans garde, pouvait briser un corps. Lors d'une session d'entraînement privée en 1972, l'acteur James Coburn a été témoin de quelque chose qui allait rester avec lui pour le reste de sa vie. Bruce a posé une brique de construction standard sur 2 supports, l'a examinée tranquillement, puis a étendu son index et son majeur au-dessus du centre de la brique. Sans élan visible, il les a simplement enfoncés vers le bas. Le son qui a suivi n'était pas fort, mais tranchant. La brique s'est fendue proprement en 2. Pas ébréchée, pas fissurée, fendue. Coburn était stupéfait. Les morceaux de la brique ne révélaient aucune arnaque, aucune ligne prémarquée, aucune coupe cachée. Juste de la pierre brute fracturée. C'était réel. Chuck Norris a essayé de reproduire la technique. Sur sa première tentative, il a failli se casser les doigts.
Ce n'était pas une question de taille ou de force, c'était une question d'entraînement si brutal, si précis, que votre corps évoluait en quelque chose de plus. Bruce avait atteint cette transformation. Il était devenu l'arme. Bruce Lee n'a pas simplement cassé des planches ou défié la physique. Il a fracassé les limites du potentiel humain. Derrière chaque histoire incroyable se cachait un homme qui s'entraînait avec obsession, vivait avec un but et bougeait avec une précision que le monde n'avait jamais vue. Ce n'étaient pas des mythes, c'étaient des aperçus de ce qui se passe quand la maîtrise rencontre la discipline. Et maintenant, après avoir regardé cela, peut-être que vous y croyez aussi. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Les Célébrités du Monde et dites-nous dans les commentaires quel moment de Bruce Lee vous a le plus choqué. Parce que les légendes ne meurent jamais, elles se transmettent. Et Bruce Lee, il continue d'inspirer le monde un coup de poing impossible à la fois.